Bonjour à tous, bienvenue au webinaire sur la plateforme régionale orthophonie oncologie en Occitanie, un an déjà. Je m'appelle Marine Guy, je suis coordonnateur médical à Onco-Occitanie. Donc aujourd'hui, nous avons parmi nous Jean-Claude Farin, qui est orthophoniste à l'IUCT Oncopole et qui va vous présenter le dispositif et la plateforme PR3O dont il est le coordinateur. Et nous aurons également deux témoignages. Un témoignage de Delphine Petrucci, qui est orthophoniste à Blagnac et qui a participé aux formations PR3O, et un témoignage de Sophie Audounet, qui est orthophoniste à Noé et qui nous fera un retour d'expérience sur le télésoin. Et bien entendu, nous aurons un temps de questions-réponses, sachant que ce webinaire durera 1 heure en tout. Voilà, et donc parmi les intervenants, nous avons également aujourd'hui Muguette Cardonnet-Camin, qui est présidente du SOROC et qui est un membre actif du COPIL du projet PR3O. Voilà, Jean-Claude, je te laisse prendre la main. Tout à fait. Ok, bonjour à tout le monde. Donc, on va refaire une petite présentation rapide de ce qu'est le projet, la plateforme régionale orthophonie et oncologie en Occitanie, intitulée PR3O, et donc avec le thème d'aujourd'hui, un an déjà. Donc, on va présenter donc tout de suite l'ambition initiale du projet, c'est qui était de créer un dispositif régional pour les orthophonistes en cancérologie autour des cancers de la sphère ORL. La double idée, c'était de s'appuyer sur les établissements hospitaliers et l'expertise des professionnels qui y exercent, et d'autre part sur l'implication des orthophonistes de secteur et le tissu créé notamment autour des organismes professionnels, URPS et syndicats. Donc on s'était donné plusieurs objectifs. C'était de faciliter la prise en charge des patients. On sait que c'est quelque chose qui est complexe, de raccourcir les délais de prise en charge en favorisant l'accès aux soins et l'égalité d'accès aux soins, de renforcer le lien ville-hôpital et puis d'homogénéiser un petit peu les pratiques hospitalières qui, selon les lieux de la région, et notamment les deux pôles que sont Toulouse et Montpellier, sont un petit peu disparates, et donc il y avait besoin de mettre un peu de lien dans tout ça. Le contexte de départ, c'est que on est sur une région qui est relativement grande, avec 6 millions d'habitants, pour seulement 2100 orthophonistes libéraux, ce qui fait peu, avec une disposition sur le territoire qui est très disparate, avec des endroits de concentration, et on le sait, des endroits qui sont presque des déserts médicaux, en tout cas avec très peu de professionnels. Donc pour les patients, la difficulté de prendre rendez-vous, de s'inscrire dans les listes d'attente déjà longues, et quand on sait que ces patients sont en plus des patients avec d'énormes troubles de la communication, c'était relativement difficile. En plus, le parcours de soins en cancérologie ORL, on le connaît, ou si on ne le connaît pas bien, c'est quand même un parcours très complexe, très long, avec des traitements lourds, qui soient chirurgicaux, radiothérapie, chimiothérapie, et donc un parcours qui nécessite des temps d'hospitalisation, beaucoup de temps de consultation. Et corrélairement, cette prise en charge, notamment en orthophonie, est très spécifique autour des troubles de la déglutition ou des troubles de la communication. Très spécifique, et pour des professionnels qui souvent sont peu confrontés à cette pathologie, et avec quelques hésitations, on le sait bien, à prendre en charge ces patients qui font, entre guillemets, un petit peu peur. D'autant que les cabinets sont saturés, les listes d'attente longues. Donc, il fallait essayer de trouver une solution pour aider à mettre du lien dans tout cela. Donc, c'était l'idée de cette plateforme. Au départ, on a décidé d'abord d'analyser un petit peu les besoins de la population orthophonique, savoir ce que les orthophonistes attendaient d'une plateforme comme celle-là. Donc, on a envoyé un questionnaire, c'était en mai 2024, où on a eu une centaine de réponses avec des points de
convergence comme la formation continue, l'assistance dans la prise en charge, plus d'échanges entre les orthophonistes libéraux, les orthophonistes hospitaliers, plus de facilité dans la transmission des comptes rendus, de l'imagerie, et le leitmotiv, c'était plus de disponibilité des orthophonistes hospitaliers qui ont toujours l'impression d'en faire beaucoup et d'être débordés aussi. Donc voilà, il fallait essayer de régler tout ça. Donc on a défini 4 axes à ce projet. Euh, un axe de formation, un axe autour du télésoin, en tout cas de téléconsultation qu'on va vous présenter plus en détail, un axe autour de la transmission simplifiée, sécurisée des documents d'imagerie, qui peuvent être des radiocinémas de la déglutition ou des nasofibroscopies. Et enfin, on a décidé de créer une banque de données avec des outils de référence, des documents, des liens, des adresses, beaucoup d'éléments pour les professionnels et les patients, avec notamment tous les liens vers l'éducation thérapeutique. Donc le premier pôle qu'on a essayé de travailler, c'était la formation, essayer de travailler, d'installer des formations identifiées et à partir de la plateforme. Donc des formations qui vont se dérouler tous les 3-4 mois sur la région. Pour le moment, ça se passe essentiellement à Toulouse, mais j'espère bien qu'en 2026, on va pouvoir étendre la formation vers le secteur de Montpellier, toute la partie anciennement Languedoc-Roussillon de la région, en organisant les formations également sur Montpellier ou Nîmes. Enfin, voilà, en tout cas, se décentrer vers l'Est. Voilà, des formations aussi qu'on souhaite en e-learning, donc petit à petit, on est en train d'y travailler. Euh, c'est pas si évident que ça à mettre en place. Et pour le moment, il y a essentiellement des formations en présentiel. Donc, on a eu plusieurs formations qu'on détaillera tout à l'heure. Donc, peut-être je pourrais donner la parole à Delphine Petrucci, qui a participé à plusieurs formations, les premières formations que l'on a proposées au sein du projet qu'on a organisé à l'Oncopole à Toulouse. Alors, peut-être Bonjour, Delphine, si tu es... c'est bon, vous m'entendez? Oui. Oui, ok, ça marche. Donc bonjour. Moi je vais vous dire un peu mon ressenti sur les formations que j'ai pu vivre à l'Oncopole. Alors déjà c'est un format, ça se passe sur une journée, ce que je trouve super. Alors c'est très dense et très condensé, mais pour la gestion du cabinet, c'est une journée, c'est plus facile que 2 jours, parce que la plupart des formations sont sur 2 jours. Ce que je trouve très chouette aussi, c'est que en fait, alors c'est très dense, mais comme on est en petit comité, je sais pas combien on est en général, 12 Oui, une douzaine, à ouais, peu ouais. près. Et en Entre fait, 12 et comme 15. c'est un petit comité, ça favorise les échanges. Donc en fait, c'est très très fluide et la journée, tout circule bien en fait. Donc ça c'est très agréable. Le thème, en fait, sur une journée, il est abordé de manière complète. Donc à la sortie, on a les outils. Alors on est en ébullition, on a plein de questions aussi, mais on a les outils et on sait que quand on va sortir de la journée, on va savoir quoi faire au niveau du bilan, de la rééducation. Et ce qui est très agréable, c'est qu'en fait, il y a plusieurs corps de métier. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des médecins et des orthophonistes. Et justement, je trouve que le fait qu'il y a la présence de médecins, pour moi, c'est précieux parce que ça nous permet déjà d'avoir des informations médicales et de mieux comprendre en fait pourquoi on agit, un peu sur quel mécanisme on agit au niveau des tissus, etc. Et comprendre pourquoi il faut agir. Et les médecins, c'est vrai qu'à chaque fois qu'ils font leur PowerPoint, comme ils connaissent le métier des orthophonistes parce qu'ils travaillent à l'Oncopole avec des orthophonistes, je trouve que leurs PowerPoints sont vraiment adaptés à ce dont on a besoin. On n'est pas noyé par trop, mais il n'y a pas non plus trop peu d'infos. Et en plus, ils sont très accessibles, donc on peut poser des questions. Il y a des photos du bloc opératoire. Enfin, c'est très, très concret. Donc ça, c'est vraiment chouette. Je trouve aussi qu'en tout cas, moi, sur un plan personnel, ça m'a permis de voir ce que les médecins connaissaient de mon métier. Et du coup, ça me permet, quand j'envoie un mail à un médecin maintenant, je le noie moins le médecin de détails parce que je me dis que j'ai pas à lui dire, enfin, j'ai pas à lui expliquer tout ce que je fais en séance, mais il faut que je lui pose des questions pertinentes ou que je cible certaines infos pertinentes. Et ça m'a vraiment aidé le fait qu'il y ait les médecins à la formation parce que j'ai mieux compris leurs attentes et leurs connaissances du métier. Donc ça, c'est chouette. Et l'autre élément que je trouve vraiment super, c'est que pendant ces formations, on est mis au travail en fait. C'est-à-dire que évidemment, leur but, c'est qu'on ressorte avec
plein d'outils, ça c'est sûr, et on ressort avec plein d'outils sur chaque thème, donc ça, il n'y a vraiment aucun problème. Mais je trouve que la manière de transmettre ces outils, c'est tout en nous mettant au travail, en réflexion. C'est comme ça que je le ressens, hein. Leur objectif, en fait, c'est de travailler un peu sur notre raisonnement un peu hypothético-déductif, l'art décisionnel, apprendre à extraire dans les connaissances, parce qu'on a des connaissances, on a fait des formations par ailleurs, mais ce qu'ils veulent, c'est qu'on aille extraire dans nos connaissances les quelques exercices pertinents, les 2-3 connaissances pertinentes liées à telle chirurgie. Et en fait, ça nous oblige à casser un peu nos cloisons et à avoir une vision beaucoup plus transversale. Et par exemple, il y a des médecins, donc, comme je disais, qui viennent avec leur PowerPoint, donc c'est super, et pour nous transmettre des infos. Et il y a des médecins comme, par exemple, Virginie Voisard, qui souvent vient et nous dit, voilà, on a un patient, il a telle chirurgie, vous savez, dans le compte rendu opératoire, telle et telle info. Tout de suite, vous, en tant qu'orthophoniste, qu'est-ce que vous dites sur l'impact fonctionnel? Et hop, ça nous met au boulot parce qu'en fait, on doit aller chercher nos connaissances un peu médicales, anatomiques, et puis on est prêt. Voilà. Là-dessus, en général, arrive Jean-Claude, qui nous pose toujours une petite question, tant il a le secret. Pareil sur, d'après vous, face à tel patient, qu'est-ce qui serait le plus important à observer dans le bilan? Donc là, déjà, voilà, pareil, on n'a pas, il faut qu'on aille chercher par-ci, par-là dans nos connaissances l'élément pertinent. Et ensuite, à chaque fois que les orthophonistes ensuite interviennent sur la partie rééducative, souvent, il y a des études de cas en fait, qui soutiennent la partie rééducative. Et c'est pareil, en fait, au lieu de nous donner un listing, le listing d'exercices ou de travail à faire est donné à travers une étude de cas. Et au fur et à mesure de l'étude de cas, pareil, ils nous mettent au travail. Je me souviens je crois que c'était au mois de juin, d'un débat sur voilà, le patient, il avait telle opération. Et en fait, ce patient nous dit que, on sait qu'il a un hémilarynx qui est paralysé, ça circule dans un sinus piriforme mais pas l'autre. Et voilà, vous feriez quoi? Donc on s'est lancé dans un débat, il y avait ceux qui étaient plutôt pour épaissir les liquides, ceux qui étaient plutôt pour mettre en place des postures de tête. Ok, donc on a débattu. L'ortho nous a dit voilà ce qu'on voit à la radioscopie, voilà les éléments nouveaux. Nous on a essayé ça, etc. Et voilà, on a travaillé ça et ça et ça. On aurait pu travailler aussi. Enfin voilà, c'est toujours en fait en dynamique et en nous obligeant en fait à extraire ce qui est pertinent et pas nous noyer dans plein d'exos. Voilà. Donc c'est super. Merci, merci pour cette présentation. Oui, oui. Je crois que c'est effectivement ce qu'on essaie de proposer dans les formations, d'avoir quelque chose de très interactif, bon, de par la taille du groupe et ensuite par la personnalité des gens qui interviennent, qui sont toujours dans cette dynamique. Voilà, le but, c'est pas de déverser du savoir, mais c'est Ça. d'essayer de partager les connaissances hospitalières et les connaissances des libéraux pour qu'il y ait adéquation et que le fil de la rééducation d'un patient, de l'hôpital jusqu'au cabinet, soit fluide. Voilà. Et C'est que, ça, c'est pour ça que je disais qu'en fait, je trouve que quand on sort de la formation, on a les outils et en plus, on est encore en ébullition parce qu'on a plein de questions, mais on sait qu'on va avoir la réponse dans les outils. Mais ça nous a mis en questionnement de manière positive en fait et active. Donc ça, c'est chouette. Ouais. ok. Mais merci beaucoup. Merci Delphine. Voilà. L'autre point un des axes du projet, c'était de développer le télésoin. Alors, le télésoin tel on le propose dans le cadre du projet PR3O, c'est un petit peu particulier. Donc, c'est une visioconsultation entre, d'un côté, l'orthophoniste hospitalier et d'un autre côté, l'orthophoniste libéral en présence du patient. Donc, il va prendre un temps de séance pour cet échange. Donc, on élabore un petit questionnement au départ, on se contacte avant de faire cette visioconsultation de manière à définir le point ou les points à travailler pendant cette consultation. Et donc, en fait, on fait une consultation commune entre l'orthophoniste hospitalier donc, et l'orthophoniste libéral qui est en présence du patient. Donc, on peut essayer des exercices, on peut faire pas mal de choses et beaucoup échanger. Et donc, peut-être, je vais donner la parole à Sophie Audounet, donc, qui va témoigner de une ou plusieurs séances, je ne me souviens plus, Sophie, qu'on a pu faire autour d'une consultation comme celle-là.
Bonjour. Donc, moi, je suis orthophoniste en libéral, donc à 40 km au sud de Toulouse, avec, comme tu l'expliquais, Jean-Paul Aude, parfois une petite peur, réticence à prendre de la cancérologie parce que c'est pas dans le gros de notre patientèle. Donc, on a nos formations universitaires, on fait des formations et puis tout d'un coup, pendant 2 ans, on ne voit pas ce type de pathologie. Donc là, il se trouve qu'en ce moment, j'ai plusieurs patients avec de la cancérologie ORL suivie à l'Oncopole. Et donc, c'est pour ça que j'ai eu à faire plusieurs visios. Donc, j'en ai fait une avec toi, j'en ai fait 3 avec Lucie Mazuet. Et donc là, effectivement, alors, je vais encore recevoir quelqu'un d'autre. Donc, c'est vrai que ça m'a permis d'être beaucoup plus sereine par rapport à ces prises en charge. Euh, je vois que mes patients, ils sont toujours très enthousiastes et qu'ils sont formés en même temps que moi, ce qui leur permet aussi de reprendre plus facilement les exercices chez eux, ce qui est un plus. Donc, surtout que le principe de la visio, il est très simple, comme tu disais, je vous contacte parce que soit j'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre avec un de mes patients, il a des questions auxquelles je ne peux pas répondre, j'ai reçu un compte-rendu de l'Oncopole avec des axes de travail que je ne connais pas, hein, je suis humble. Et donc là, je vous contacte et on met en place effectivement une visio avec donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir aborder lors de cette visio? Mon patient est là, j'ai juste mon ordinateur portable comme aujourd'hui, pas besoin de beaucoup de matériel, faut juste se positionner. Et ensuite, effectivement, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire sur un cas très précis. C'est ça l'intérêt de la visio, c'est que je vais pouvoir manipuler, que l'orthophoniste à l'Oncopole va pouvoir regarder ce que je fais, corriger mes gestes, ou répondre à mes questions en temps réel, et interroger le patient sur ses ressentis, sur le moment, sur l'efficacité de ce que je viens de faire. Je vois en direct, donc je commence par observer. Voilà, donc il y a une réactivité qui est vraiment exceptionnelle, parce que des formations, on en fait. Moi, je travaille loin de Toulouse, donc on est très peu nombreuses. On fait notre champ d'intervention, il est immense. Alors, je veux bien faire des formations en neuro, en langage oral, en langage écrit, en dysphagie. Bon, mais à un moment donné, on n'est pas réactif. Là, moi, je trouve que l'élément primordial, c'est la réactivité. J'ai un problème, je contacte, on règle le problème. J'avoue que je suis rassurée sur ma pratique, sur ce que je fais, et j'apprends. Et j'apprends directement par rapport à mon patient. Bien sûr, j'apprends des choses que je peux après réutiliser sur d'autres patients. Voilà mon témoignage. Mm. Oui, oui, je crois que tu le dis bien, hein. Il y a un moment donné, sûrement le besoin de réassurance. Euh, et c'est quelque chose qu'on a essayé de mettre en place parce que souvent, moi, je trouve que les orthophonistes libéraux sont très bien formés. Je pense que vous connaissez beaucoup de choses, mais que le manque d'habitude crée un frein. Tout à Et fait. ce frein-là, ces visioconsultations servent à le lever. Et je trouve que c'est intéressant. Complètement. Ah oui, et même le patient, il est rassuré parce qu'il nous voit quand même un peu seul. Alors, il vient de l'Oncopole, où il a vu un médecin, il a vu donc un orthophoniste, alors un ORL, un dentiste, enfin bon, toute une variété de professions. Et puis là, il vient nous voir, on est toute seule. Alors, je parle au féminin, mais tout seul. Euh, et donc, je pense aussi d'avoir derrière l'expertise des orthophonistes hospitaliers,
c'est une réassurance pour le patient aussi, pas que pour l'orthophoniste, pour le Ouais. patient également. Mm. À mon sens. Et je crois que le patient, en plus, on pourrait rajouter, je pense que tu ne me contrediras pas, que les patients sont ravis de constater et apprécient ce lien entre les deux professionnels. Ils sentent Complètement. il n'y a pas de distorsion, c'est vraiment dans une continuité, il y a le souci de passer le relais, de s'interroger les uns les autres. Euh, Ah, je voilà, suis parce que entièrement nous, d'accord et ouais, je pense quand ils reviennent après aussi vous voir en consultation directement dans les services hospitaliers, que ce soit les orthophonistes ou les médecins, ils sont peut-être plus à l'aise pour poser des questions, mhm, plus investis dans leur rééducation. Enfin, ça apporte un plus qui, au-delà de notre cabinet, je pense, se manifeste aussi dans leur propre prise en charge. ouais, Ils Et sont en fait, je me impliqués. permets d'ajouter, c'est que même par rapport aux formations, comme les formations se passent à l'Oncopole, en fait, on rencontre l'équipe de l'Oncopole, donc on rencontre les orthophonistes de l'Oncopole, les médecins que voient souvent les patients. Et les patients, quand ils savent qu'on a fait des formations effectivement à l'Oncopole et qu'on a rencontré les orthos, etc., je trouve aussi que en fait, ça crée comme une intimité en fait, et une réassurance pour eux parce qu'ils se disent c'est bon, on se connaît, donc en fait, les informations vont circuler facilement. Je retrouve la même chose par rapport aux Oui, formations. Ouais, ouais. ouais, ouais, tout à fait. Très bien, merci, merci beaucoup hein, de cette intervention, de ce témoignage. Et voilà, et un point qu'on a souhaité rajouter qui était important dans le projet et qui est en train de monter tout doucement en puissance parce que c'est peut-être pas si simple qu'on l'avait imaginé au départ, c'est la transmission simplifiée, sécurisée des images jusqu'il y a un an. En tout cas, quand on voulait envoyer des images à l'orthophoniste, on prenait le téléphone du patient euh, qui nous permettait de filmer un écran avec une radio ou une nasofibroscopie et le patient repartait avec son petit téléphone et transmettait ça à l'orthophoniste. Voilà. Bon, on était très loin des règles RGPD, etc. Et donc, l'idée était de créer un outil pour pouvoir transmettre des images officiellement dans toutes les règles de sécurité nécessaires et indispensables aujourd'hui et qui soit relativement simple. Donc, on a développé cet outil. Maintenant, il faut qu'on monte en puissance et qu'on arrive à le faire plus systématiquement. En tout cas, n'hésitez pas à demander aux orthophonistes ou aux médecins les images, puisqu'on peut les envoyer de manière tout à fait sécurisée, sans avoir un équipement informatique disproportionné. Avec un simple ordinateur portable, on peut recevoir ces images, aller les récupérer sur une plateforme, pouvoir les lire autant de fois qu'on veut. Et je sais à quel point ça peut être précieux dans une rééducation de pouvoir visualiser ces images et pas simplement d'en avoir le compte rendu écrit qui reste toujours succinct et imparfait, aussi détaillé soit-il. Donc ça, c'est quelque chose euh, c'est un point sur lequel il ne faut pas hésiter à solliciter les orthophonistes hospitaliers pour que aussi nous prenions l'habitude d'envoyer ces images, voilà, et d'étayer les comptes rendus écrits de l'imagerie. Tout le monde est d'accord, tout le monde est OK pour y participer. Les médecins sont tout à fait favorables à ça aussi et comprennent bien l'utilité de ne pas passer que par l'écrit, mais d'avoir aussi de l'imagerie. Et le dernier point qu'on a souhaité développer dans le projet, c'est une banque de données, on va dire, avec des documents de référence dans lesquels on peut trouver tout un tas de questionnaires, des questionnaires d'auto-évaluation, des questionnaires de bilan, etc. Moi, je vous invite à aller voir sur la page d'Onco-Occitanie, on va en parler tout à l'heure, euh, d'aller voir tout cet ensemble de documents. Il y a vraiment des outils très, très précieux. On peut y trouver beaucoup de choses. On va y revenir dans un instant. Donc, les deux témoignages. Ce qui était important aussi, c'était de mettre dans le projet tous les acteurs, mais en tout cas le plus possible d'acteurs professionnels. Bien sûr, les organisations d'orthophonistes, les organisations professionnelles, le syndicat et les URPS.
Les établissements hospitaliers, donc le CHU de Toulouse, le CHU de Montpellier, l'Oncopole à Toulouse, Onco-Occitanie qui a fait le lien autour de tout ce projet, et puis un peu plus récemment, l'ARS qui est devenue partenaire en nous octroyant un financement euh, pour, euh, pour notre activité. Donc peut-être un mot, Muguette, pour parler du rôle des organisations professionnelles dans le projet. Il faudrait que tu actives ton micro, s'il te plaît. Voilà, désolée. Oui, donc que ce soit l'URPS ou le SOROC, on a bien sûr embrayé de suite aux côtés de Jean-Claude et ensuite donc Occitanie représentée par Marine, pour développer ce projet qui nous a paru extrêmement intéressant. Les deux témoignages vont bien dans le sens de ce qu'est notre projet, à savoir une formation sur le lieu hospitalier. Je pense que l'expérience de Delphine montre à quel point il est important que ces formations présentielles soient délivrées sur les lieux des soins hospitaliers. Et donc, déjà pour Montpellier, puisque vraisemblablement ça se passera à Montpellier en 2026, ce sera quelque chose à mettre en place. Je pense que c'est très important. Et il est extrêmement intéressant aussi l'intervention de Sophie, qui a fait l'expérience du téléconseil, du télésoin, de voir que en fait, au fond, Sophie est un peu la cible, le cœur de cible de notre projet, dans le sens où ce que tu as décrit est tout à fait ce que nous, enfin, les orthophonistes auxquels on a pensé, à savoir, j'ai pas vraiment l'habitude de voir ce genre de patient, je n'ai jamais eu, bon d'accord, j'ai fait des formations, mais ça n'a jamais, c'est pas vraiment mon cœur de métier pour l'instant. Et puis nécessité fait loi, des patients débarquent qui ont besoin de soins, on s'y colle avec angoisse, et cette angoisse s'effrite au fil de, effectivement, ces téléconsultations qui à la fois renforcent la confiance en soi du praticien, remet sur la table en fait les connaissances qu'on pensait ne pas avoir, donc ça c'est important. Par ailleurs, ce que tu disais, à savoir que le patient apprend en même temps que toi, au fond on est déjà dans de l'ETP, puisque ce patient se saisit lui-même de sa rééducation, et cette confiance dans les deux témoignages que les patients vont développer dans ce parcours de soins entre l'hôpital et la ville, du fait que l'hôpital et la ville fonctionnent ensemble, ça c'est vraiment quelque chose qui est un point extrêmement important dans le parcours de soins et dans l'amélioration de la pertinence et de la qualité des soins. Voilà ce qui me vient de dire après ces témoignages très intéressants et qui nous conforte dans le bien fondé de notre projet, au service des orthophonistes et de leurs patients. Tout à fait. Merci de cette intervention. Et puis, il y a le dispositif Onco-Occitanie que Marine m'a présenté et qui nous a servi de liant dans la réalisation, dans le démarrage de ce projet et puis sa réalisation maintenant. À toi, Marine. Merci Jean-Claude. Oui, alors juste quelques mots pour vous présenter Onco-Occitanie. Donc, on est une association loi 1901, une association régionale, et notre mission, c'est de promouvoir et d'améliorer la qualité de la prise en charge des patients atteints de cancer, d'où notre implication dans ce projet. Et donc, on travaille avec et pour les professionnels. Et notamment, on a l'habitude de mettre à disposition des professionnels des ressources qui sont utiles à la prise en charge aux différents temps du parcours patient. On a également l'habitude d'organiser des événements d'information et de sensibilisation des professionnels, donc soit au format webinaire comme aujourd'hui, soit des réunions régionales en physique, en présentiel, parce que c'est important aussi de se rencontrer. Et on participe également à des projets innovants comme celui-ci sur la région. Donc, n'hésitez pas à aller consulter notre site internet. Vous y trouverez des ressources intéressantes. Et je crois que la slide juste après, Jean-Claude, c'est justement voilà, sur notre site.
on héberge la plateforme PR3O, donc où vous retrouverez les informations qui ont été présentées aujourd'hui. Donc, il y a une rubrique formation où vous verrez la planification sur la fin de l'année sur 2026, des formations proposées. Donc, pour l'instant, côté Toulouse, mais en 2026, on espère pouvoir vous proposer des dates sur Montpellier. Vous aurez aussi des informations sur le télésoin qui, pour l'instant, est proposé par l'équipe de Toulouse, mais l'objectif du projet aussi, c'est de pouvoir déployer le dispositif à plus grande échelle. Donc, on espère pouvoir l'année prochaine peut-être présenter des évolutions de ce côté-là. Et puis après, il y a une rubrique avec des ressources à l'attention des professionnels, dont Jean-Claude parlait tout à l'heure, et une rubrique aussi avec des ressources pour vos patients, où vous trouverez également le lien vers les programmes d'ETP qui existent au niveau de la région. Voilà. Si. Donc ce projet a obtenu l'adhésion de l'ARS, et ça on en était très content, très satisfait. On a eu plusieurs réunions avec les responsables de l'ARS qui s'intéressent à ce type de projet. Et assez rapidement, ils nous ont donné donc une somme d'argent non négligeable qui permet la coordination aujourd'hui du projet que j'assure et quelques frais de fonctionnement. Donc ça sera peut-être la réalisation de vidéos, j'espère, etc. Donc le fait que l'ARS approuve le projet et rentre dans le dispositif, c'était important pour nous et on espère pouvoir, à l'issue de ces 2 ans, pérenniser le fonctionnement et donc pérenniser le projet. Par ailleurs, côté financement, mais les formations, comme Delphine les a présentées tout à l'heure, sont prises en charge par le DPC ou le FIFPL de manière tout à fait classique. Et donc, n'entraîne pas un surcoût dans le projet. L'ARS nous a demandé de l'évaluer, notre projet. Donc, c'est quelque chose que nous avons créé, une fiche d'évaluation des actions, donc de tout ce qui se déroule dans une année, puis la deuxième année, de manière à montrer la pertinence et l'efficacité de la plateforme. Ce qui nous permettra, j'espère, de pouvoir prolonger le projet au-delà des 2 ans et de le pérenniser avec tous les partenaires et peut-être d'autres partenaires encore. On va voir qui peut se greffer en plus comme partenaire au projet. Et donc voilà, vous êtes concernés puisque l'évaluation porte aussi sur le nombre d'orthophonistes qui se fédèrent autour du projet et pour lequel on essaie de se démener. Voilà, ce qu'on a réalisé depuis 1 an, c'est pas mal. On a déjà organisé 2 formations. La 3e va avoir lieu dans quelques jours à l'Oncopole. Donc des formations thématiques, c'était sur la chirurgie, la réhabilitation après chirurgie de la cavité buccale, après traitement de radio et chirurgie sur l'oropharynx. Donc des thématiques très ciblées. La prochaine va être sur une thématique encore différente autour de tous les soins dentaires et toute la prise en charge diététique des patients. Voilà. On a également créé donc la page internet que Marine vient de vous présenter sur le site d'Onco-Occitanie et qui est une page intéressante parce qu'on peut y retrouver tout un tas d'informations utiles quand on prend des patients atteints de cancer en chat. On a organisé des formations des orthophonistes hospitaliers sur la transmission sécurisée d'imagerie. Donc ça, c'est en cours, c'est en train de se terminer. Je pense que l'équipe de Montpellier est en train ou vient d'accéder à cette formation. Voilà. Et ensuite, nous avons participé à des actions. J'étais invité à participer aux universités de coordination en santé, ce qui n'est pas forcément un lieu où on va retrouver beaucoup d'orthophonistes. J'étais tout seul, mais c'était intéressant et de montrer que les orthophonistes aussi participent à cette coordination des soins. Et on a eu
la chance d'avoir l'apparition d'articles dans l'Orthophoniste, ORL Le Mag et puis d'autres revues. Donc c'est intéressant de voir que les gens s'intéressent à ce projet. Quand on en parle, les gens ne sont pas insensibles. Et voilà. Et dans les actions prochaines avec beaucoup d'S, hein, parce qu'il y en a beaucoup, des formations à venir, donc il y en aura une sur la prise en charge après radiothérapie, tout ce qui est odontologie, tout ce qui est autour de l'adaptation alimentaire, la diététique, etc. Ça va être très intéressant. C'est un peu plus en marge que la rééducation pure et dure, j'allais dire, sur la prise en charge d'un patient. Mais ça participe à énormément de dépistage, de prévention, d'attention aux patients. Et on fait le lien avec notre pratique. Et puis la prochaine, en janvier, sera sur le trismus, tous les problèmes de dysfonction crânio-mandibulaire après chirurgie ou radiothérapie. Donc là, on revient à de la rééducation un peu pure et dure. Dans l'année à venir, j'espère qu'on va pouvoir enfin créer les vidéos thématiques, donc des vidéos qui se veulent sur un quart d'heure, des points focus sur une chirurgie ou sur un traitement, de manière à pouvoir aller consulter et avoir des infos très rapides sur des thématiques très précises. L'idée, c'est peut-être de voir comment intégrer dans le projet d'autres partenaires, peut-être les associations de patients, peut-être les associations d'aidants, en tout cas, des gens qui pourraient compléter et apporter encore un regard autour du parcours du patient. Et aujourd'hui, j'en ai beaucoup entendu parler là, au cours des universités de coordination en santé, l'implication des associations, des partenaires patients ou partenaires aidants dans les projets est très forte. Donc, il se peut qu'on puisse se saisir également de cette opportunité. Et ensuite, on va participer encore à des actions, Congrès national des réseaux en cancérologie, la convention d'Onco-Occitanie en novembre. Donc voilà, on essaie d'être présent sur le terrain pour montrer à d'autres gens que les orthophonistes que l'orthophonie participe aussi à ce parcours de soins et il prend une place non négligeable. Voilà un petit peu tout ce qu'on voulait vous dire, vous rappeler et vous faire partager autour de la plateforme PR3O. Et maintenant, on attend vos questions, vos remarques, vos commentaires. Si vous souhaitez prendre la parole en direct, vous avez la possibilité de cliquer sur lever la main qui est dans la barre en haut de votre écran. Et Gladys pourra ouvrir vos micros ou si vous préférez, vous pouvez vous poser vos questions dans le module conversation de Teams. N'hésitez pas. Alors, une petite précision peut-être avant que les premières questions arrivent. À propos des téléconsultations, on ne l'a pas évoqué, mais ces téléconsultations donc, on fait à deux. Pour le moment, sont prises en charge côté hospitalier par une étude qu'on fait avec la Ligue nationale contre le cancer. Et la partie prise en charge de la séance d'orthophonie se fait de manière tout à fait classique par l'orthophoniste libéral qui facture son acte tout à fait classiquement comme une séance, n'importe quelle séance présentielle. Allez, on attend vos questions, n'hésitez pas. Juste je fais un petit ajout Oui. en attendant les questions. La PR3O a été invitée à la journée de réunion régionale à Carcassonne le 12 juin sur donc les soins oncologiques de support où je suis allée présenter la plateforme PR3O. C'est pour dire l'intérêt que ce projet suscite chez tous nos partenaires. Et également, ma collègue, Léonie Bonafous, a présenté le parcours de soins qui a été construit dans sa CPTS dans l'Aude autour donc, du parcours de soins en oncologie ORL. Voilà. Donc, pour dire que tout ça commence vraiment à prendre forme et on compte sur vous, bien sûr, pour développer cette belle dynamique. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.
Alors, peut-être en attendant les questions, j'en pose une à Delphine et à Sophie. Donc, vous, finalement, qui participez à ce projet, est-ce que vous voyez d'autres axes de travail pour faciliter la prise en charge des patients atteints de cancer ORL au niveau de la ville? À part effectivement, alors moi je diffuse auprès de mes consoeurs du secteur cette possibilité parce que ça a été, je pense que dans mon secteur, j'étais la première à bénéficier du télésoin. Bon, j'avais aussi la chance d'avoir Jean-Claude en maître de stage à l'université, donc ça facilite les choses. J'ai convié une de mes consoeurs à une séance de télésoin. Donc, c'était avec mon patient, c'est moi qui pratiquais, mais on a pu prendre en charge du coup à deux ce patient. Elle a pu prendre le relais pendant mes congés. Donc, c'est vraiment faire alors, je ne sais pas comment à votre niveau, moi je le fais à mon niveau, mais pouvoir, et je ne sais pas jusqu'où vous pouvez aller dans le nombre de télésoins que vous pouvez proposer, mais vraiment, il faut faire de la pub pour voilà, c'est faire connaître cette possibilité parce que je vois bien qu'il y a de fortes réticences et c'est dommage parce que c'est souvent des situations, comme tu l'as dit, d'urgence. On a besoin d'agir et précocement dans la prise en charge et on en voit toute l'utilité. Donc voilà, c'est tout. Faire passer le message. Mhm. Oui, on y œuvre. Et en fait, il n'y a pas de limite à ce nombre de consultations. Je veux dire, il y a du temps dédié. L'idée de ces consultations-là, au départ, c'était quand même d'éviter aux patients de faire des allers-retours entre l'hôpital et le domicile pour venir faire des consultations euh, où la solution peut être trouvée à travers la visio. Donc d'éviter du déplacement, en fait, tout ce qui peut altérer l'état de santé du patient. Et donc, ben, au lieu de faire une séance en présentiel, on va faire une séance en visio. Ça va nous prendre le même temps. Et en plus, on aura un échange en direct. Donc, on est tous gagnants là-dedans. Et le patient comprend très bien ça. Tout à fait. Ouais. Et dans l'étude qu'on fait avec la Ligue autour des téléconsultations, l'idée, c'est euh, de prouver que cette consultation a un vrai sens. Euh, Pas forcément toujours pour remplacer une consultation présentielle, mais en tout cas est un intermédiaire qui peut éviter des coûts. Donc oui, on essaie de le développer. Il y a pas forcément de limite. Je pense qu'on peut en faire autant qu'on veut, hein. C'est c'est intéressant. Je crois que quand on voit les retours des patients, nous, ce qu'on analyse sur la part d'études qui a été déjà interprétée, sur une soixantaine de consultations qui ont été analysées par le bureau d'études cliniques, je crois qu'on est à 99% de satisfaction des patients et 97% pour les orthophonistes parce qu'on a eu Oui. quelques soucis techniques pour les connexions Internet. Mais voilà, je veux dire, tout le monde est très content et nous les premiers. Allez, n'hésitez pas à vos questions. Ah, ça y est, on a alors quelqu'un qui vous remercie beaucoup pour cette présentation de vos actions très dynamiques dans ce domaine, mais par contre qui doit quitter la réunion. Et une autre question, existe-t-il d'autres expériences similaires en région? Comment aider d'autres régions à s'emparer d'un tel projet pour généraliser ce dispositif qui semble tellement efficace pour la coordination des soins? Ben, il faut me téléphoner. Pour le moment, c'est moi qui assure la coordination. Bien sûr qu'on peut le présenter dans d'autres régions. Il n'y a pas de souci. C'est un des objectifs qu'on s'est donné au départ, pas un des objectifs premiers, mais d'essayer d'exporter le modèle dans d'autres régions ou dans d'autres pathologies. On imagine que pour la neurologie, ça pourrait très bien se pratiquer. Pour de la pédiatrie avec des consultations hospitalières aussi. En fait, il y a
n'y a pas de limite. Ce qu'on a essayé de faire, ce n'est pas un modèle de cancérologie, c'est un modèle de prise en charge entre l'hospitalier et le libéral. Et donc, effectivement, tous les gens qui veulent se saisir de ce modèle-là peuvent nous contacter les uns ou les autres et on transmettra le modèle. Oui, oui, oui. C'est vraiment intéressant. Oui, Je rajouterais que pour les orthophonistes, bien sûr que, in fine, il y a une recherche d'une prise en charge au plan conventionnel, puisque encore, on n'a pas réglé, si vous voulez, tous les aspects pécuniaires de ce nouveau mode de coordination. Donc, pour l'instant, il y a effectivement des financements, mais ce ne sont pas des financements conventionnels. Et donc, du coup, avant de rendre un tel projet pérenne, sur le territoire, il faut que l'expérimentation locale, donc régionale, fasse ses preuves et soit reconnue, et c'est ce à quoi on s'emploie, pour qu'on puisse ensuite le porter au niveau donc, des ministères. Voilà. Donc ça, c'est un enjeu, bien sûr, qui est au cœur de notre action. Voilà. Parce que là, vous avez compris que les financements sont toujours à aller chercher. Va la pêche au financement et voilà. Donc ça, ce sont un peu les freins de la généralisation du projet tel qu'il est décrit. Du coup, Jean-Claude, je ne sais pas si tu vois les commentaires. Oui, oui. Voilà. Donc, Isabelle, pour l'URPS Orthophonie, c'est Voilà, Grand donc- Est. Donc, Voilà. tu as un échange téléphonique à Voilà, planifier. mes coordonnées sont sur la plateforme du projet. Sinon, Je vais mettre l'adresse, le lien vers la page du sinon, site dans le via chat. Muguette ou Aurélie Hichet, on peut me joindre très facilement. Tout le monde a mon téléphone. Et peut-être pour compléter ce qui a été dit, donc nous, comme l'a montré Jean-Claude dans sa présentation, on essaye de faire la promotion de ce projet, justement. Donc c'est pour ça qu'on le présente à différents congrès, notamment le CNRC qui réunit les dispositifs spécifiques régionaux qui sont l'équivalent d'Onco-Occitanie dans d'autres régions. Donc pour essayer de faire diffuser cette idée d'organisation qui peut exister pour d'autres métiers. Mais en tout cas, Jean-Claude et Muguette, vous me corrigez si je dis une bêtise, mais il n'y a pas l'équivalent d'autres autres régions sur cette thématique-là, en tout cas, pour les orthophonistes. Non. Non. Pour le moment, ça n'existe pas. Et oui, j'espère que d'autres régions se saisiront de l'idée. Oui, oui. Plus il y aura d'intérêt montré sur ce type d'action, plus effectivement les instances dirigeantes ou financières seront enclines à y prêter une oreille attentive. Ah oui, parce que ces liens ville-hôpital qui sont réclamés à grands cris depuis, je vais dire, des décennies, ben là, on est au cœur. On est au cœur de coordination. Je me permets aussi, là, ce qui est intéressant, c'est que en fait, les médecins de l'Oncopole travaillent déjà avec des orthophonistes, donc ils connaissent quand même le métier des orthophonistes. Mais ce que tu disais, Jean-Claude, ce serait super que pour d'autres pathologies, ça se développe parce qu'il y a des services hospitaliers dans lesquels il n'y a pas d'orthophoniste. Et je trouve que le fait qu'on croise et rencontre les médecins à des formations, ça leur permet eux aussi de découvrir notre métier. Et du coup, de mieux repérer les signes d'alerte, mieux savoir quand envoyer en orthophonie, parce qu'il y a vraiment beaucoup de services qui n'ont pas d'orthophoniste. Donc, je trouve que ça favorise vraiment un lien chouette, quoi. Oui, tout à fait. Et je vois l'autre question en termes d'indicateurs. Avez-vous constaté une émulation importante auprès des nouvelles collègues autres que celles habituellement référencées à l'Oncopole ou à l'UCM? Alors, pour le moment, on n'a pas beaucoup d'indicateurs, si ce n'est à travers les webinaires ou les formations. Au niveau des téléconsultations aussi, les indicateurs pour le moment, c'est que globalement, ce type de dispositif, que ce soit à travers les visioconsultations, les nouveaux modules de formation, on a à peu près 50% de gens qui habituellement prenaient en charge des patients issus des principaux hôpitaux, et on a 50% de nouveaux. Alors, les petits 50% sur une formation en ligne de douzaine, ça fait 6.
mais ça fait 6 de plus, et à chaque formation, 6 de plus, etc. Et on voit arriver effectivement de nouvelles têtes, en tout cas que nous n'avions pas identifiées comme des correspondants privilégiés ou des correspondants premiers ou habituels. Et effectivement, oui, il y a des gens qui vont être rassurés et qui vont être intéressés par un tel dispositif, où on ne se sent pas tout seul dans son coin. Oui. Alors, je dois dire que si effectivement l'Oncopole a été, on va dire, l'initiateur du projet avec Jean-Claude et l'équipe en place, bien sûr que le souci a été de rallier le côté est de la région, à savoir le CHU de Montpellier, avec lesquels, bien sûr, dorénavant, on travaille au sein du COPIL. C'est toujours un peu plus difficile de faire accrocher à des wagons qui roulent déjà, hein, d'autant que les histoires et les pratiques sont différentes d'une région à l'autre. Comme ce sont quand même deux anciennes régions, on a un travail de coordination aussi entre donc, les structures de soins. Voilà. Ce qui est très, très intéressant. Oui, mais côté Montpellier, le service ORL qui prend en charge la cancérologie, en tout cas la partie chirurgie, est très intéressé par le projet. Je pense que ça va se faire assez oui, vite. Tout à fait. Oui, l'intérêt est lié. Après, il y a les problèmes de financement, des problèmes institutionnels, mais voilà. Et puis, on n'a qu'une petite année de vie derrière nous. Oui. Donc, c'est pas beaucoup et on a déjà fait pas mal de choses. Donc, on va continuer. On va continuer. Oui, tout à fait. D'ailleurs, le CHU de Montpellier participe au COPIL. Les orthophonistes du service participent au COPIL exactement. Donc, activement. On a une belle dynamique. Oui. Et peut-être l'enjeu, comme le disait Sophie tout à l'heure, c'est de faire connaître le dispositif. C'est l'objectif aussi du webinaire aujourd'hui. Comment arriver à informer les orthophonistes en exercice libéral de la possibilité de se former sur ces thématiques, d'accéder aux télésoins. Enfin, voilà, si vous avez des idées qu'on n'a pas déjà testées, elles sont bienvenues. Tout à fait. On prend tout. Une question encore, peut-être, avant de clôturer. Non? Pas de questions? Bon. Écoutez, on va finir un tout petit peu en avance. En tout cas, on va vous remercier tous et toutes d'avoir assisté à ce webinaire. On va remercier Delphine et Sophie d'avoir témoigné sur leur participation au projet. Bien sûr, Muguette et Marine. Voilà, membres importantes tous les deux du COPIL. Merci. Voilà. Bonne journée à tout le monde. toutes et tous. Au revoir. Sophie, Delphine, merci beaucoup. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.